Je me présente, Philippe Chalmin, je suis professeur à l'Université Paris-Dauphine et je dirige Cyclope, qui est un institut de recherche sur les marchés mondiaux de matières premières. Je salue tout particulièrement d'ailleurs l'initiative des organisateurs du salon, qui est de rappeler peut-être un peu cruellement aux industriels que aussi sophistiquées soient les transformations, aussi intéressantes soient les perspectives de l'intelligence artificielle et tout, à la base, il faut quand même des matières premières, qu'il s'agisse de minerais et métaux, d'énergie et même d'ailleurs aussi de matières premières d'origine agricole. Et il ne vous aura peut-être pas totalement échappé que nous vivons une période de très forte tempête, pratiquement sur l'ensemble des marchés mondiaux. Ce qui fait d'ailleurs au passage que pour nombre d'entreprises, me semble-t-il, la fonction achat, qui n'est pas toujours la plus glamour, devrait être très largement privilégiée, de manière à ce que lorsque l'on développe un process industriel, on s'interroge peut-être un peu en amont pour savoir quelle est la disponibilité et quel est le comportement des marchés des matières premières que l'on utilise. Alors, je voudrais juste démarrer. C'est vrai que nous sommes dans une période particulièrement tendue du fait de la guerre en Ukraine. Et je voudrais, juste en introduction, vous faire un petit focus sur 4 marchés qui ont vécu véritablement la tempête dans le courant du mois de mars. Le premier d'entre eux, alors est-ce que ça va marcher? Oui. Le premier d'entre eux, c'est le marché du nickel. Et la courbe que vous voyez là n'est pas totalement satisfaisante, puisque le 8 mars au matin, dans l'aube blême des marchés asiatiques, le nickel est monté à 100 000 $ la tonne. Si vous regardez les courbes, les références précédentes, le nickel s'était baladé ces dernières années entre 7 000 à 8 000 et 20 000 $ la tonne, sachant que le break-even, puisque nous produisons du nickel en France, en Nouvelle-Calédonie, le break-even d'une entreprise comme Eramet dans sa production de nickel doit être aux alentours de 15 000 ou 16 000. Et donc, nous avons vécu une période de tension extrême avec, pendant quelques heures, le nickel à 100 000 $ la tonne. Ça a obligé les autorités du marché de Londres de fermer le contrat du nickel. Depuis, les choses sont un peu revenues à la normale, mais on est encore aujourd'hui aux alentours de 35 000 $ la tonne. Alors le nickel, à quoi ça sert? Je vous le rappelle, enfin c'est pas à vous, des industriels, vous le savez. Traditionnellement, et le grand usage du nickel, c'est l'acier inoxydable, bien entendu. Mais de plus en plus, tous ceux d'entre vous qui sont venus en voiture électrique, en vélo électrique, en trottinette, etc., dans les batteries, on essaie de remplacer le cobalt par du nickel qualité batterie. Et un quart du nickel qualité batterie dans le monde est produit dans une entreprise tout à fait sympathique qui s'appelle Norilsk, qui est une entreprise russe contrôlée par un oligarque sous le poids des sanctions d'ailleurs, Vladimir Potanin. Et on a eu alors ce qu'on peut appeler un squeeze, mais cela illustre quand même assez bien ce qui a pu se passer et j'ai pris le nickel, j'aurais pu vous prendre le carbonate de lithium, j'aurais pu prendre en fait la plupart des grands métaux non ferreux. Deuxième produit, alors moins intéressant peut-être pour vous, même si nous mangeons tous du pain, bah c'est le blé. Le blé, alors on pourrait même actualiser mon graphique pratiquement à hier ou avant-hier, puisqu'on est remonté. Là, c'est la cotation du blé sur le marché de Chicago. On est en dollars le boisseau. Vous voyez que d'habitude, le boisseau de blé se baladait dans les zones des 5 à 6 dollars. Nous étions lundi soir, au lendemain d'un embargo décidé par l'Inde sur ses exportations de blé, nous étions au sommet que vous voyez là. On est revenu aux alentours de 12,50 $ le boisseau.
Si je vous traduis ça sur le marché européen du blé, là où on était autrefois entre 150 et 200 euros la tonne, on est au début de la semaine à pas loin de 450 euros la tonne. Troisième marché amusant, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens de l'énergie dans ce coin-là. Je veux parler du gaz naturel. Ce que vous voyez là, c'est la cotation du gaz naturel sur le marché de gros européen. Hein. C'est quand même pas, ça ne représente pas la totalité, puisqu'il y a un certain nombre de contrats qui sont des contrats de longue durée, mais ça représente le marché spot. Le 8 mars, on est monté en séance à 340 euros le mégawatt. Alors que quand vous regardez les prix du gaz naturel sur pratiquement toutes les années 2010, on se baladait entre 5 et 15 euros le mégawatt. C'était à peu près la marge de fluctuation. Aujourd'hui, on est aux alentours de 100 euros le mégawatt, c'est-à-dire quand même à peu près 10 fois plus cher que ce que l'on avait connu dans la décennie précédente. Et ayez ce graphique en tête, puisque il ne faut pas se faire d'illusions, nous ne reviendrons probablement jamais aux situations antérieures. Les excès au-delà de 200 euros le mégawatt, je reviendrai là-dessus, c'est lié bien entendu à notre dépendance vis-à-vis de la Russie. Ce prix du gaz naturel a eu des conséquences sur le prix de l'électricité. Là encore, ce n'est pas votre tarif électrique, mais sachez par exemple qu'en moyenne sur le mois de mars, l'électricité sur le marché spot européen a été en moyenne un petit peu en dessous de 300 euros le mégawatt. Alors en rentrant ce soir, vous regarderez votre facture EDF, tout compris, vous payez à peu près 70 euros le mégawatt. Et le tarif ARENH que le gouvernement impose à EDF pour revendre son électricité aux distributeurs, ouvrez les guillemets, indépendants, il est de 46 euros le mégawatt. Ceci pour vous dire que l'intensité du choc énergétique que nous vivons aujourd'hui. Bon, j'ai pris ces 4 marchés, j'aurais pu en prendre quelques autres. Au passage, je vous signale qu'à la limite et paradoxalement, c'est sur le pétrole que l'excitation, je dirais, est la moins grande. Alors, bon, par rapport au niveau qu'on avait atteint en 2020, souvenez-vous, pendant quelques heures, au mois d'avril 2020, le prix du pétrole aux États-Unis a été négatif. Et en avril, on a touché la courbe bleue, c'est le Brent. Et la courbe rouge, c'est le WTI, c'est le brut de référence américain. Et vous voyez qu'on avait touché en réalité, pour la courbe bleue, au mois d'avril-mai 2020, on était à 15 dollars le baril. Là, actuellement, on se balade entre 110 et 115 dollars le baril. Autant les prix que j'ai cités précédemment, le nickel, le blé, le gaz, l'électricité, ce sont des records historiques. Le record historique pour le cours du pétrole, c'était en juillet 2008 à 147 dollars le baril. Il y a une courbe que je vous passerai un peu plus tard, mais qu'il faut quand même un peu commenter, parce que nombre de gens me disent « mais alors, je ne comprends pas, si je fais abstraction de la fiscalité, on était à 147 dollars le baril en 2008, et mon essence ne me coûtait pas aussi cher. Pourquoi ? » Bah, tout simplement parce qu'en 2008, à 147 dollars le baril, je raisonne en dollars. Et il faut intégrer, bien entendu, la relation dollar-euro. En 2008, l'euro valait 1,60 $. Nous avions un euro fort. Aujourd'hui, l'euro vaut 1,04 $ à peu près. Et nombre de mes confrères imaginent déjà qu'on va arriver à la parité 1 euro égale 1 $. Donc c'est un peu, il faut toujours réfléchir d'ailleurs dans tout ce que je vais vous raconter maintenant. Je vais surtout quand même parler de marchés internationaux exprimés en dollars. Mais il y a une volatilité, je dirais presque naturelle sur les marchés internationaux, qui est la volatilité monétaire. Alors pour les industriels qui exportent, avoir un euro faible, finalement c'est pas mal.
Mais comme ils doivent importer, eh ben, il faut le payer, cet euro faible, chers amis. Et donc, on se retrouve avec des coûts d'importation qui sont augmentés. Alors, c'est vrai que la guerre en Ukraine est une des raisons, mais pas la seule, et loin de là, est une des raisons des tensions que nous vivons aujourd'hui. Bon, nul d'entre nous. Vous savez que sur les écrans de télé en continu, pendant 2 ans, on a eu des profs de médecine et maintenant, on a essentiellement des généraux en retraite. De temps en temps, on a des économistes. Bon, enfin bon, ça, c'est pas des gens importants. Ceci étant, même tous les généraux en retraite, aucun d'entre nous n'avait imaginé que Poutine envahirait l'Ukraine. Si on l'avait imaginé, on pouvait se douter, bien entendu, que le problème majeur, ce serait le gaz naturel. Et donc que l'on aurait très rapidement une exacerbation. Vous allez voir que la crise, elle est antérieure, mais une exacerbation de la crise énergétique. Et ceci, d'ailleurs, ayant des conséquences dans un secteur industriel qu'on a toujours tendance à oublier, mais qui est essentiel pour l'agriculture, qui est le secteur des engrais. Puisqu'avec du gaz naturel, vous fabriquez de l'ammoniac, de l'urée et donc des engrais azotés. On pouvait, alors honnêtement, sur le champ agricole, comme tous les généraux nous disaient, de toute façon, ce sera une guerre courte et rapide et joyeuse, personne n'imaginait que l'Ukraine se retrouverait totalement paralysée, que pendant un temps, d'ailleurs, la mer Noire elle-même se retrouverait paralysée. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Les céréales russes sortent de la mer Noire. L'Ukraine est totalement bloquée et on a vu les conséquences que ça avait, non seulement d'ailleurs pour les céréales, mais pour nombre d'autres marchés, le tournesol par exemple, dans le domaine des oléagineux, j'y reviendrai, mais des marchés qu'on a découverts. Par exemple, j'ai découvert récemment que l'Ukraine, et ça intéresse très indirectement, si vraiment un produit que vous utilisez tous mais sans le savoir, ce sont les palettes. Les palettes en bois. Une bonne partie des palettes en bois étaient fabriquées en Ukraine. J'avoue que je ne le savais pas. À partir des ressources forestières ukrainiennes, on n'a pas besoin d'un bois d'une très très grande qualité pour ce genre de choses. Moyennant quoi, le prix des palettes en Europe occidentale, il a été multiplié par 3 sur les 3 derniers mois. Donc c'est simplement pour vous dire qu'il y a nombre de secteurs qu'on n'avait pas totalement imaginés. Et puis, il y a quand même les conséquences des sanctions mises en place contre la Russie, sachant que la Russie est importante sur les marchés d'un certain nombre de produits. J'ai évoqué le nickel, mais il faut quand même parler du palladium, essentiel par exemple dans le champ des pots catalytiques pour voitures à essence, le titane, notamment pour l'industrie aéronautique, et on pourrait rajouter d'ailleurs aussi, même si c'est plutôt le Kazakhstan, mais le Kazakhstan est quand même dans la zone d'orbite russe, on pourrait rajouter l'uranium, on pourrait rajouter le chrome, le ferrochrome. Donc on voit bien que toutes les sanctions s'accumulent à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il n'y a pas formellement de sanctions sur le ferrochrome, mais le ferrochrome du Kazakhstan, il sortait par les ports russes. Or, les ports russes, à l'heure actuelle, sont de manière officielle quasiment boycottés par les grandes compagnies maritimes. Ça ne gêne pas tellement, mais quand même. Donc, oui, la guerre en Ukraine, elle a été importante. Mais, en réalité, et c'est ça qui est important à souligner, en réalité, le choc, il avait commencé bien avant. Regardez ça. C'est la moyenne des prix 2021 versus la moyenne des prix 2020. Donc, c'est pas le point le plus haut, le point le plus bas. C'est vraiment moyenne annuelle. Alors, le petit bémol, j'en conviens, c'est qu'en 2020, nous étions en pleine pandémie et les moyennes de prix étaient quand même relativement basses. Néanmoins, le prix du gaz naturel en Europe, exprimé en euros, celui-là, 397% de hausse. Le prix de l'électricité, 220%, entraînant le prix de l'urée, donc engrais azoté, 112%. Le pétrole, presque raisonnable, 35%, mais on parle beaucoup, j'en parlerai pas aujourd'hui, de l'inflation alimentaire. Vous voyez que la hausse des prix alimentaires, qui n'avait pas tellement baissé en 2022,
Elle est déjà en 2021 de 64%. Et puis, et c'est important, et ça fait partie des marchés mondiaux, la hausse des frais de conteneurs, 287%. En réalité, nous sommes et nous vivons une période de choc. Et il y a 4 chocs sur lesquels je vais revenir. Logistique, énergétique, agricole, je serai rapide, matières premières industrielles, et le tout avec ce que j'ai déjà évoqué, c'est-à-dire un euro relativement faible. Alors, premier choc qui est important. Regardez cette courbe. Elle est quand même assez extraordinaire. Je vous laisse la regarder. J'enlève mon veston, je commence à crever de chaud. Donc, je vous prie de m'en excuser. Je sens quand même un peu mieux. Ce que vous voyez là, c'est un indicateur. Il y a pas mal d'indices sur le marché. Il y a l'indice de Shanghai. Moi, je prends l'indice Arpex. Ils ont à peu près tous, sur la longue période, la même allure. Vous voyez que, en moyenne, les prix de transport fret de conteneurs ont été multipliés par 4 ou 5. Concrètement, ça veut dire que une boîte de 40 pieds que vous baladez entre la Chine et l'Europe, ça vous coûtait entre 1 000 et 1 500 $ avant. C'était très bas comme prix. À ce prix-là, les armateurs tiraient la langue, ils donnaient des instructions aux capitaines des navires de rouler à petite vitesse pour ne pas trop consommer de fuel, ils essayaient de limiter les dessertes. Et donc, et c'est important, ils n'ont pas beaucoup investi dans de nouveaux navires, dans de nouveaux terminaux à conteneurs et autres. Aujourd'hui, donc on était 1 500 $. Aujourd'hui, vous en coûte entre 8 000 et 10 000 $. Si vous voulez vraiment avoir un service rapide, c'est plutôt de 15 000. Et les temps de déchargement, les files d'attente au large des ports, à cause du Covid, il ne faut pas l'oublier, ont largement augmenté. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça a, quelque part, nourri l'impression de pénurie dans laquelle on a largement vécu et dans laquelle on vit encore. Ici, on est dans une salle où il y a de l'industrie sophistiquée. Je vais vous parler de quelque chose de très simple. Essayez d'acheter un vélo aujourd'hui. Le vélo, c'est pour moi l'image même de la mondialisation. C'est-à-dire que ça peut être éventuellement assemblé en France, mais le dérailleur est japonais, le cadre peut être chinois, les pédales coréennes, etc. Toutes ces pièces, aujourd'hui, elles n'arrivent plus. Essayez de commander un vélo, ben vous verrez, vous allez avoir des files d'attente, on n'est plus approvisionné, etc., etc. Et donc là, on a la première crise qu'on ne met pas suffisamment en avant et qui d'ailleurs affecte aussi nombre de matières premières qui se baladent en conteneurs. La plupart des métaux se baladent en conteneurs et même des produits agricoles. Là, vous ne verrez pas la courbe des prix du café qui a flambé du fait de mauvaises récoltes et de gelées au Brésil. Il y a beaucoup de café aujourd'hui au Vietnam. Le problème au Vietnam, c'était de trouver des boîtes dans lesquelles mettre du café et ensuite de trouver des bateaux pour transporter ce café pour le ramener vers les zones de consommation, c'est-à-dire vers l'Europe. Donc, on se trouve dans une situation extraordinairement tendue. C'est peut-être là d'ailleurs où je peux, à la limite, vous faire une prévision qui tienne à peu près la route. Ne vous faites pas d'illusions, ça va durer. Ça va probablement durer, je suis désolé, ça ne va pas être très gai mon exposé, hein, mais ça va durer au moins 2023, voire un peu plus longtemps, parce que le temps de construire un bateau, c'est 2-3 ans, la plupart des carnets de commandes des chantiers navals sont pleins, et surtout, on a toujours des goulots d'étranglement au niveau des ports. Vous avez aujourd'hui une centaine de porte-conteneurs qui attendent de décharger au large de Long Island en Californie. Donc, ça veut dire que le circuit des boîtes, les boîtes vides, les boîtes pleines, etc., ne se fait plus. Donc, on a un véritable problème là et qui est, à la limite, beaucoup plus important que nombre d'autres. Deuxième choc, le choc énergétique. Alors, le choc énergétique, il a une particularité cette fois-ci, c'est que d'habitude, les chocs énergétiques, c'était d'abord des chocs pétroliers. Le gaz y suivait derrière, mais à la limite, il était indexé sur le pétrole. Là, pour la première fois,
Le gaz a sa propre histoire. Alors le gaz, c'est compliqué. Ne cherchez pas à comprendre ce graphique. Regardez simplement l'allure des courbes. Parce qu'en fait, vous avez plusieurs marchés du gaz. Parce que le gaz, naturellement, il est gazeux. Donc vous le baladez dans des gazoducs. Mais les gazoducs, vous pouvez passer un peu sous la mer, mais pas beaucoup. Vous ne pouvez pas traverser les continents. Si vous voulez faire traverser les continents, vous devez le liquéfier, donc dans des trains de liquéfaction. Vous avez ensuite des méthaniers. Et puis à l'arrivée, vous regazéifiez. Ce qui fait que vous avez 3 marchés du gaz naturel. Le marché américain, le marché européen et le marché asiatico-mondial, qui lui est le marché du GNL. Aujourd'hui, si je prends l'étalon GNL, ça vaut actuellement, mettons, entre 30 et 35 $. Alors on mesure les courbes européennes, c'est en euros le mégawatt. Les courbes internationales, c'est en dollars le million de BTU. Alors vous qui êtes scientifique savez ce qu'est le British Thermal Unit. Mais grossièrement, et chez les Britanniques, ils calculent en pence de livres par terme. Je vous fais grâce de cela. Donc, grossièrement, quand je vous dis que le prix du GNL, c'est entre 30 et 35 $ le million de BTU, vous multipliez par 6 et vous avez à peu près l'équivalent en baril, l'équivalent pétrole. Ça veut dire grossièrement que le gaz naturel, il vaut un peu moins du double du prix du pétrole aujourd'hui. Bien entendu, la tension la plus forte, elle se trouve au niveau européen. Mais elle se trouve d'ailleurs aussi au niveau asiatique. Vous avez une énorme demande de GNL côté Asie, parce que nous sommes en plein dans la transition énergétique. Donc tout le monde se dit, on va faire des renouvelables. Et malheureusement, on découvre quelque chose d'un peu particulier dans les renouvelables. C'est très bien, c'est écologiquement tout à fait correct, mais c'est intermittent ces choses-là. C'est intermittent et donc il faut avoir des capacités, surtout dans des économies qui s'électrifient de plus en plus, il faut avoir des capacités de production d'électricité. Alors, le gaz naturel est la solution normalement la plus propre qui permet d'éviter un peu le charbon. C'est la carte qu'ont joué le Japon, la Corée et maintenant la Chine. Donc les premières tensions sur le gaz naturel, elles sont venues d'Asie. En Europe, on a fait pareil. Le modèle allemand, c'est quoi? Admirable modèle allemand. C'est un modèle dans lequel, bon, d'accord, on faisait du charbon, on va essayer de sortir du charbon. Mais surtout, nous devons être verdissement correct, donc on joue à fond les énergies renouvelables. Pour des raisons que je qualifierais d'idéologiques, et je m'engage là-dessus, on ne veut pas le nucléaire. Et donc, on supprime le nucléaire. On va même parfois plus loin en disant nous ne voulons pas de GNL, notamment de GNL américain. Parce que ce GNL américain, il est produit à partir de gaz de schiste. Et pour des tas de raisons totalement idéologiques, le gaz de schiste, qui peut être produit de manière très correcte, le gaz de schiste est frappé d'opprobre en Europe. Le résultat qu'ont fait nos amis allemands, à eux, et c'était tout le sens de l'Ostpolitik, ils se sont mis pieds et poings liés dans les bras des Russes. Lorsque les Russes leur ont dit « Écoutez, il y a des tuyaux par lesquels on vous approvisionne, mais ils traversent des zones qui ne sont pas très sympathiques. Pour nous, en tout cas, l'Ukraine, la Pologne. » Les Allemands ont dit, mais qu'à cela ne tienne, on va vous construire des tuyaux en dessous de la Baltique. Comme cela, ils seront totalement neutres. Et donc, on construit Nord Stream 1, puis Nord Stream 2. On met même à la tête de Nord Stream un ancien chancelier allemand, Gerhard Schröder. Le résultat, en pleine transition énergétique, il se trouve qu'en 2021, à l'été 2021, bah oui, on a eu très peu de vent dans le nord de l'Allemagne. Une baisse drastique de la production d'électricité éolienne. Les Allemands n'ont pas moufté, ils ont continué leur plan de fermer leurs centrales nucléaires. Ils ont tiré, bien entendu, sur le gaz naturel. Ce qui fait qu'on a abordé l'automne dernier, bien avant les affaires de l'Ukraine, on a abordé en Europe l'automne dernier avec des niveaux de stock de gaz historiquement bas. Et
si vous regardez la courbe, on va peut-être la voir mieux. Non, ça c'est le prix en Asie. La courbe qu'il faut regarder grossièrement, c'est la courbe bleue, mais vous la voyez mal. Donc, oublions cela. On a eu déjà des tensions sur le gaz naturel en novembre et décembre, qui étaient liées tout simplement au fait qu'on avait une demande supérieure et déjà à ce moment-là, la Russie de Poutine faisait pression et commençait à utiliser ce qu'on pourrait appeler l'arme du gaz. Alors aujourd'hui, la situation, elle est encore pire, puisque nous sommes menacés par la fermeture, la coupure du gaz russe. Ils l'ont déjà fait pour la Pologne et la Bulgarie. Ils exigent que le gaz naturel qu'ils continuent à exporter. Pour l'instant, les flux continuent à arriver. Ils exigent que ce soit payé en roubles. Alors on a dit non, on ne veut pas payer en roubles, mais on accepte éventuellement de payer en devises à la Gazprom Bank, laquelle sur un compte qui sera transféré en roubles auprès de la Banque centrale de Russie. C'est un tantinet hypocrite, mais même ça, ça n'a pas l'air de passer. Et le résultat, c'est que nous nous trouvons confrontés, qu'on le veuille ou non, à un moment ou à un autre, de l'escalade entre la Russie et le reste du monde et l'OTAN. Nous nous trouvons confrontés au risque de ne pas pouvoir satisfaire la demande de gaz, je dirais, à l'horizon de l'hiver prochain. Grossièrement, l'Europe importe 150 milliards de mètres cubes. En 2021, l'Europe a importé 150 milliards de mètres cubes de gaz naturel russe. On peut remplacer une centaine de milliards, pas plus. Donc il manque 50. Et ces 50-là, on ne peut pas les trouver. Alors comment est-ce qu'on a fait? Alors à force de vouloir faire du vert, on a fait du noir, bien entendu. C'est-à-dire qu'on a augmenté la production de charbon. J'ai même découvert qu'en Grèce, on a rouvert des mines de charbon. Je ne savais pas qu'on produisait du charbon en Grèce. On a augmenté la production de charbon en Allemagne en particulier. On essaie de développer les importations de GNL, mais on a là un goulot d'étranglement. C'est que les Allemands, par exemple, n'ont pas un seul terminal de regazéification. Les Espagnols en ont, mais les Allemands, les Italiens n'en ont pas assez, etc. Donc on bute sur un goulot d'étranglement et il faut quand même, alors là je rentre dans le champ industriel, il faut quand même 2 ou 3 ans minimum pour construire un terminal de regazéification. Donc nous sommes confrontés à une situation extraordinairement tendue et ceci, non seulement au niveau européen, mais regardez en Asie. Alors ça c'est le coût. Là, cette graphique est plus claire. C'est en dollars le million de BTU. C'est le prix du GNL en Asie. Vous voyez qu'il a bien baissé depuis une quinzaine de jours. On est retombé à 25 $ le million de BTU parce que normalement, on commence à rentrer dans la période de moindre consommation. Pour vous donner un exemple, au plus bas, en mai 2020, on était tombé à 1,5 $ le million de BTU. Donc là, on est à 35, on est à 25, ce qui nous donnerait à peu près l'équivalent de 150 $ le baril équivalent pétrole. C'est quand même déjà relativement cher. Alors ceci a des conséquences sur l'électricité, en Europe en particulier, parce que notre système de formation du prix de l'électricité, c'est un système dans lequel, qu'est-ce qu'on avait fait à l'époque? À l'époque, le gaz naturel n'était pas cher et les sources d'énergie les plus chères en termes de coûts de production, c'était les renouvelables. Il fallait donc les protéger. Donc on avait décidé dans le système européen, le prix sur le marché spot, c'est le prix du dernier kilowattheure provenant de la dernière centrale qui est appelée. A priori, c'était du renouvelable. Et donc ça a permis, et ça a facilité le développement de l'éolien et du solaire. Manque de peau aujourd'hui, l'énergie la plus chère, c'est le gaz naturel. Et donc, vous avez une quasi-indexation du prix de l'électricité sur le prix du gaz naturel. Et de ce point de vue-là, par exemple, les remarques de Bruno Le Maire en ce domaine sont tout à fait sensées. Je pense que c'est un système qu'il faudrait changer, peut-être même revenir à un système de gestion du marché de l'électricité et des prix administrés. Ça, j'en serais personnellement totalement partisan. Je vous ai mentionné les conséquences sur le prix des engrais
Ça, c'est très important. Regardez, là, c'est les 3 prix que vous avez là, c'est mars 2021 versus mars 2020. 325% sur le prix de l'ammoniac, qui est la base des engrais azotés. Le DAP, c'est le diammonium phosphaté, c'est du phosphate et de l'ammoniac mis ensemble. Vous voyez l'augmentation. Et sur la potasse, on a probablement des augmentations beaucoup plus importantes aujourd'hui, dans la mesure où les grands producteurs de potasse, ce sont par hasard la Russie et la Bélarus, qui est quand même un vassau de la Russie. Je vous passe sur le pétrole et les carburants. Sachez simplement que, sur les évolutions du marché du pétrole, il y a quelques éléments entre guillemets positifs. C'est le ralentissement économique mondial, c'est le Covid en Chine. Et donc, on anticipe une moindre retour à la normale de la consommation pétrolière mondiale. Mais de l'autre côté, nos camarades de l'OPEP, ils sont alliés à la Russie, puisque le marché, c'est OPEP+. Et donc, ils ont dit, nous ne remplacerons pas la Russie. La Russie, actuellement, du fait de l'embargo pétrolier et des mesures qui sont prises vis-à-vis des traders, des assureurs maritimes, etc., la Russie voit sa production décliner. Et on estime qu'elle pourrait perdre 2 à 3 millions de barils jour. Marché mondial du pétrole, c'est 100 millions de barils jour. Donc 2-3 millions de barils jour, c'est très important. Et les pays de l'OPEP, bon, certains d'entre eux sont totalement incapables d'augmenter leur production et même n'arrivent pas à remplir leurs quotas, le Nigeria, l'Angola par exemple, mais l'Arabie Saoudite, en particulier, qui est quand même le leader de l'OPEP, a dit très clairement, nous, on ne va pas les remplacer. Parce que nous sommes alliés à la Russie, à l'intérieur de l'OPEP+, et que, par ailleurs, aller soutenir les Américains qui font des remarques désagréables quand tranquillement on assassine un journaliste, ce qui vous en conviendrait est la vie courante en ce bas monde, on peut quand même, maintenant que nous avons un retour économique à meilleure fortune, la société nationale de la Saudi Aramco, donc, qui est le premier producteur mondial de pétrole, vient de sortir ses résultats pour le premier trimestre 2022. Ils ont gagné, de mémoire, je crois, 35 milliards de dollars, c'est-à-dire 82% de plus qu'au premier trimestre 2021. Donc les coffres sont pleins et donc on peut emmerder les Occidentaux qui en plus s'indignent que l'on bombarde tranquillement des populations civiles au Yémen. Donc de ce point de vue-là, on voit bien que sur le pétrole, on va probablement rester dans des zones de prix relativement tendus et ne vous faites pas d'illusions quand vous partirez en vacances. Il ne serait pas exclu que vous payiez, même en grande surface, votre essence ou votre diesel, un petit peu dans la zone des 2 € le litre, voire un petit peu plus, on verra. Donc, c'est quand même là quelque chose. Nous sommes aujourd'hui au cœur d'un choc énergétique majeur qui n'a pas d'équivalent pratiquement depuis les années 70 et qui est d'autant plus douloureux que nous sommes en plus au cœur d'une transition énergétique que ce choc... Alors, ce choc a quand même des conséquences positives, parce qu'il nous réapprend que l'énergie, c'est cher. Et c'est sous la contrainte. L'homme n'est pas un animal raisonnable. Et ce n'est que sous la contrainte qu'on réagit. Il est clair que l'on voit d'abord qu'il faut peut-être mettre de côté certains partis pris idéologiques concernant le nucléaire, le gaz de schiste, etc. Que d'autre part, il faut accélérer, et ça c'est important tout ce que vous faites dans le domaine industriel, en ce qui concerne les techniques de stockage de l'électricité. Pour l'instant, le seul stockage de l'électricité efficace qu'on sait faire, c'est de remonter de l'eau dans les barrages pour stocker au fond virtuellement du pouvoir électrique. On peut aller plus loin. On peut probablement, et c'est ça, à mon sens, l'hydrogène, il est avant tout un outil de stockage et de transport, beaucoup plus efficace que les câbles, même les câbles électriques sous-marins. Bon, là je touche ensuite mes zones d'incompétence. Je suis persuadé que nous aurons, et grâce à cette crise, on va avoir une accélération, que par exemple, la première génération des renouvelables, c'est très mignon, le solaire et le vent,
mais je pense qu'il y a tout le champ de la biomasse qui n'a pas encore été exploité, que ce soit la biomasse agricole, forestière, les déchets ménagers, etc. Et on a tout un champ de potentialités qui, pour l'instant, n'ont pas été suffisamment regardées. Et c'est vrai qu'avoir les énergies primaires à des prix très élevés, c'est une incitation, même si sur le court terme, tous ceux d'entre vous qui ont des factures énergétiques vont avoir quand même des douloureuses, très douloureuses, dans ce courant 2022. Et au-delà, ne vous faites pas d'illusions. Je vais passer très rapidement, mais c'est important parce que ça fait partie du contexte sur le choc agricole. Bien entendu, nous vivons un choc agricole majeur. Je vous avais montré les prix du blé. Regardez le prix du maïs. Maïs plus soja, ben, ça fait du poulet ou du porc. Regardez quand même cela. C'est probablement le secteur des produits agricoles où les tensions sont les plus fortes. Ce sont les oléagineux, l'huile de palme, mais aussi l'huile de soja, l'huile de colza et le tournesol, qui est le dernier petit élément qui nous manque en provenance de Russie. Alors, évidemment, c'est aggravé par le comportement de certains consommateurs. J'étais dans une grande surface il n'y a pas longtemps, il y avait une affiche, pas plus de 5 litres d'huile de tournesol par ménage. Alors quand vous savez que 5 litres d'huile de tournesol, c'est la consommation moyenne d'un ménage français pour une année, vous voyez ce que peut être ce comportement panurgique d'aller finalement faire des stocks et donc vous augmentez artificiellement la demande. Il n'en reste pas moins que ça c'est important et que ça la rajoute un certain coût, par exemple, à votre frite chez McDonald's, parce qu'il faut quand même un peu d'huile pour baigner vos pommes de terre frites. Bon, je passe là-dessus. Juste un mot quand même, parce que c'est important et parce que en ce domaine-là, et pratiquement pour toutes les matières premières, la Chine est un élément déterminant. La Chine est le premier importateur, consommateur, transformateur de pratiquement toutes les matières premières. Elle ne l'était pas trop jusqu'à maintenant des produits agricoles. Regardez ça, sur les céréales, entre 2019, c'est en année calendaire, entre 2019 et 2021, les importations de céréales de la Chine ont été multipliées par plus de 3. On passe de 17 à 62 millions de tonnes. C'est la raison majeure, d'ailleurs, des tensions agricoles que nous connaissons, au-delà d'un certain nombre d'accidents climatiques, mais qui, pour l'instant, ne sont pas aussi importants que cela. Dans le domaine industriel, qui va probablement vous intéresser plus, chers amis, là, il n'y a pas la légende, c'est toujours moyenne des prix 2021 par rapport à la moyenne des prix 2020. Le prix de l'acier, alors ça c'est le laminé à chaud, mais vous avez aussi les ronds à béton, donc qui est l'acier de base. Alors c'est exportation Turquie. J'avoue que je n'ai pas pris les prix européens. Regardez les métaux non ferreux. Et puis, je vous dirai un mot des prix du bois. Ça paraît idiot, mais on a eu d'extraordinaires tensions sur le marché du bois. Alors, je vous montre simplement quelques exemples. Alors, là, vous avez l'indicateur que nous calculons qui représente l'ensemble des marchés de matières premières industrielles, qu'elles soient agricoles ou minerais et métaux. Là, vous avez un exemple. Les économistes parlent toujours du cuivre comme Dr Copper, puisque c'est un très bon indicateur de l'activité économique. Vous voyez que le cuivre, au pire de la crise, il était tombé aux alentours de 5 000 $ la tonne. Aujourd'hui, on se balade et 10 000 $ la tonne. Et on est vraiment sur le fil du rasoir. Il y a actuellement des... C'est intéressant d'ailleurs. Une partie de la production du Pérou est totalement bloquée. Alors le Pérou vient de se doter d'un président que l'on qualifierait un peu de gauchiste, sorte de mariage curieux entre Mélenchon et Poutou, à peu près, pour vous situer sur l'échiquier français. Il se trouve que le principal producteur de cuivre, un des principaux producteurs de cuivre au Pérou, c'est une mine du nom de Las Bambas, qui appartient à un trust d'État chinois.
Et les populations premières qui ont été expulsées il y a quelques années et sur les terrains desquels ont été forées toutes ces mines de cuivre, occupent à l'heure actuelle les mines. Le gouvernement est gêné, ne sait pas que faire, a fait donner la garde nationale, mais ça n'a pas vraiment marché. Et actuellement, une des raisons des tensions sur le marché, c'est donc cette affaire péruvienne, mais il y en a quelques autres. Je voulais simplement vous montrer aussi, ici, il doit y avoir des tas de gens dans le domaine de l'électronique, des semi-conducteurs. Mais les semi-conducteurs, alors on a des pénuries de semi-conducteurs tels que, mais en fait, qu'est-ce qu'on utilise pour faire les soudures en électronique, et notamment les petites soudures dans le domaine des semi-conducteurs, c'est de l'étain. L'étain, autrefois, ça a été un métal ultra stratégique à la fin du 19e, parce que l'étain, ça servait à faire du fer blanc. Et quand M. Appert a découvert l'apertisation, et donc la boîte de conserve, ça a été un des métaux, c'est le premier contrat sur le London Metal Exchange à la fin du 19e, c'est sur l'étain. Alors depuis, l'étain ça n'intéressait plus personne. Le fer blanc, d'abord, les techniques d'étamage font qu'on utilise de moins en moins d'étain, donc ça avait quasiment disparu. Et aujourd'hui, l'étain a retrouvé une jeunesse. Alors rajoutons, et n'oubliez pas que sur tous nos marchés de matières premières, il faut toujours avoir une analyse géopolitique. On peut penser qu'être producteur, un pays qui serait doté de ressources, qu'elles soient alors c'est valable surtout pour l'énergie et pour les matières premières minérales, que ce pays devrait être un pays heureux. N'en croyez rien. Il y a quelque chose qui est une constante dans l'histoire, c'est ce que j'appelle la malédiction des matières premières. Regardez la manière dont les pays pétroliers ont gâché, ont raté leur développement. Regardez l'Algérie, regardez le Venezuela, regardez tout le Moyen-Orient, et ne prenez pas au sérieux les petits émirats de pacotille du Golfe. Ils ont tellement de fric qu'ils peuvent se payer le PSG, mais ce n'est pas ce qui est à la base d'un véritable développement économique. Regardez dans le domaine des minerais et métaux, regardez la République démocratique du Congo, un véritable scandale géologique. Le Chili a bien géré ses ressources. Pour l'étain, malheureusement, le principal fournisseur de minerais d'étain à la Chine, c'est un pays qui s'appelle le Myanmar. Est-il de vous dire que là aussi, nous rentrons dans des dimensions géopolitiques tout à fait importantes. Alors, un mot sur un produit tout bête, le bois. Là, ce que vous voyez, ça c'est essentiellement une courbe américaine. Il y a un marché à Chicago, parce que le bois de construction, ça joue un rôle très important dans l'immobilier américain. Quand vous construisez, il y a pas mal de jeunes, un jeune construit sa maison aux États-Unis, elle est en bois. Et donc, les prix du bois, là vous avez une cotation, c'est par 1000 pieds planches, c'est à peu près l'équivalent de 2,3 mètres cubes. Et vous voyez que pendant longtemps, on restait entre 200, tous mes graphiques sont en semi-log, hein. On restait entre 200 et 400 $. Et puis, il y a eu la reprise économique américaine dès 2020 et 2021, les plans Trump, Biden, etc., l'équivalent du quoi qu'il en coûte à la française. On est monté à 1600 $. Le prix du bois a été multiplié par 4. On est aujourd'hui aux alentours de 1000 $. Le résultat qu'ont fait les Américains, ils sont venus voir un peu s'il n'y avait pas du bois de construction côté européen. Et aujourd'hui, en Europe, on a des prix du bois qui sont de 50-60% plus élevés qu'on avait auparavant. Même tension, là vous n'avez pas j'ai pas mis le graphique, sur les prix du papier. Tous les produits que vous achetez pendant le confinement, on n'avait plus faire ses courses. On ne pouvait pas aller au resto. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On clapotait sur son truc. Ah bah tiens, je vais m'acheter ça sur Amazon. Amazon, ça arrivait dans du carton. Et donc, on a eu une demande de papier. Alors, on lit moins les papiers journaux, mais sur les papiers à usage d'emballage, on a une flambée des prix. On a la même flambée des prix sur la pâte à papier, etc. Donc, là-dessus, et c'est important, c'est de bien voir que nous avons eu là des augmentations de prix
on va le voir lié à la force de la demande à un moment où l'offre restait contrainte. Ceci, et je reviens, je vous l'ai dit en introduction, regardez ce graphique, parce que ici, on raisonne en euros. Mais oui, mais les marchés mondiaux, ils sont en dollars. Alors, si vous arrivez à facturer en dollars, très bien. Mais quand vous achetez en dollars et que vous facturez en euros, voilà la sauce à laquelle vous êtes mangé. Bon, et logiquement, dans la mesure où aujourd'hui, vous avez une politique de resserrement monétaire américain qui précède celle de l'Europe, il y a normalement des choses qui s'appellent la parité des taux d'intérêt, etc. Moi, j'ai enseigné autrefois la fixation des taux de change dans ma chère université. À la fin du jour, pour vous dire que finalement, on peut tout expliquer sur le passé. L'aspect prévision peut être dubitatif, mais je lis nombre de mes collègues qui parlent, dans un avis relativement proche, de 1 dollar égale 1 euro. Donc, ça joue et ça augmente votre facture. Il faut que j'accélère parce que j'ai l'impression que j'ai largement utilisé mon temps de parole. Alors, pourquoi y a-t-il toutes ces tensions ? J'ai déjà abordé un petit peu cela. C'est le retour à la normale après la pandémie. Il faut se rendre compte que finalement, les gouvernements ont mis tellement d'argent dans la machine qu'on a eu un redressement économique beaucoup plus rapide qu'on ne l'avait imaginé dès l'été 2020 en Chine, l'automne 2020 aux États-Unis, le début 2021 en Europe. Et cette reprise, elle s'est traduite par une augmentation de la demande, à un moment où pour nombre de matières premières, l'offre était encore contrainte par les confinements. Matières premières, demi-produits, bien entendu. À un moment où se faisait jour toutes les pénuries logistiques que j'ai évoquées dans mon premier slide. À un moment, enfin, où pour l'énergie, nous étions en plein dans la transition énergétique et donc on était dans un moment particulièrement vulnérable. Ajoutez à cela quelques accidents climatiques pour les produits agricoles et il faut les mettre parce qu'ils font partie de l'ambiance générale et puis quand même, on a toujours l'habitude sur nos marchés d'avoir des bruits de bottes. Ce qui est passionnant quand vous suivez les marchés de matières premières, c'est que quand un prix monte, vous vous dites tiens, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème climatique. Il y a une catastrophe, il y a un coup d'État, il y a une guerre civile, etc. Bon, depuis quelques décennies, on était habitué à avoir tous ces petits abcès de fixation. Là, soyons honnêtes, on a un très gros abcès de fixation qui d'ailleurs risque de modifier quelque part les équilibres géopolitiques du monde. C'est la fin quelque part d'un espace-monde qui avait couvert la planète entière. Là aujourd'hui, on se trouve, on voit se faire une fracture entre, en caricaturant un peu, le clan des despotismes d'un côté, le clan des démocraties ou des pays où la liberté a quelque sens de l'autre. Et ça risque quand même très largement de perdurer. Alors, bon, voilà, je vous ai à peu près expliqué ce qui se passe. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Sachant que de toute manière, quand je fais des prévisions, je prends un certain nombre de parapluies. Le premier parapluie, c'est un parapluie sanitaire. Nous ne savons pas ce qu'il va en advenir du Covid. Là, regardez, on est tous heureux. Aucun d'entre vous dans la salle ne porte de masque. La vie est belle. Regardez Shanghai. Regardez, le Covid est toujours là. Et il y a quelques variétés de Covid. Je déjeunais à midi avec des professeurs de médecine qui regrettaient que nous ayons abandonné le masque. Et qui disaient, notamment dans le cas français, que si on avait un nouvel épisode, ça deviendrait dramatique dans la situation des hôpitaux actuels. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc, j'ai un premier parapluie sanitaire, et je pourrais d'ailleurs rajouter au Covid tous les épisodes de pandémies animales. Il ne faut pas les oublier, cela. La Chine, avant le Covid, elle a eu la peste porcine africaine. Et ils ont éradiqué la moitié du cheptel porcin chinois. Nous avons aujourd'hui la grippe aviaire. Votre poulet va peut-être vous coûter plus cher dans les semaines à venir, puisqu'une bonne partie de l'élevage de volailles de l'ouest de la France a disparu. Donc, parapluie sanitaire, parapluie climatique,
il fait très chaud aujourd'hui. Mais la sécheresse en France, je dirais, elle n'aura pas trop d'impact au niveau mondial. On a quand même une sécheresse aux États-Unis qui commence à être inquiétante. Je vous parlais de l'embargo indien qui est lié à la vague de canicule qui s'est étendue sur tout le nord de l'Inde et le Pakistan. On a la sécheresse, une sécheresse presque séculaire dans la corne de l'Afrique. Il ne faudrait pas qu'on ait d'autres accidents climatiques qui pourraient devenir relativement graves. Enfin, mon troisième parapluie, c'est le parapluie géopolitique. Je ne suis pas un général en retraite, donc je ne sais pas comment va se terminer la guerre en Ukraine. Ce qu'on ne sait pas, au fond, c'est si... alors c'est vrai du point de vue agricole, peut-être encore plus du point de vue industriel. Du point de vue industriel, on sait, étant donné les dégâts, qu'un certain nombre de fournitures... l'Ukraine représentait 10 à 15% de l'approvisionnement de l'Europe en produits sidérurgiques. L'usine dans laquelle on se bat à Mariupol, il est de vous dire qu'elle n'est pas prête de reprendre quelques capacités de production que ce soit. Du point de vue agricole, on ne sait pas s'il y aura une campagne 2022-2023. Et de toute façon, à l'heure actuelle, le grand problème, c'est de sortir les céréales d'Ukraine, sachant que les ports sur la mer Noire sont bloqués, qu'on arrive à sortir un peu sur le côté par le Danube et Constanța en Roumanie, et qu'on essaie de sortir par camion. Alors, vous voyez, un camion, c'est 30 tonnes, un wagon, c'est 60 tonnes, et qu'on essaie de sortir par la Pologne et les ports de la Baltique. Mais de toute manière, il ne faut pas se faire d'illusions. L'Ukraine, qui avait été quand même un lieu de délocalisation, nos raffineries, par exemple, on a beaucoup délocalisé nos pollutions. Et on a externalisé nos pollutions, dirais-je. Les raffineries russes et ukrainiennes étaient aux standards européens pour nous fournir en particulier du diesel. Donc, l'Ukraine, c'est un point d'interrogation. Et au fond, comme vous, je suis à peu près incapable d'imaginer ce que sera la situation à l'automne. Au-delà de cela, nous avons un choc énergétique majeur et qui va durer. Ça veut dire que vous paierez votre énergie plus cher en 2022 qu'en 2021, c'est évident, et probablement en 2023 qu'en 2022, avec le temps de latence et de réaction des différents contrats. Nous avons, je passe rapidement, une crise agricole potentielle si jamais nous avions des problèmes climatiques. Imaginez par exemple qu'il ne pleuve pas cet été sur les grandes plaines américaines, que les productions de maïs et de soja ne soient pas au rendez-vous. Là, ça pourrait vraiment devenir une cata. La détente logistique en 2023, je me trouve optimiste. Je me demande s'il ne faudrait pas corriger à 2024. Et donc, de ce point de vue-là, ne vous faites pas trop d'illusions. Sur la plupart des marchés de matériaux, par contre, il me semble qu'on est quand même à des niveaux de prix élevés. Et je ne vois pas, normalement, d'augmentation très sensible. Dans un certain nombre de cas, il me semble que nous avons atteint, ce que je ne dirais pas des plafonds, mais des niveaux de prix qui sont quand même, qui commencent à avoir un impact sur la demande. Je reprends le carbonate de lithium, son prix a triplé en l'espace de 18 mois. Et depuis quelques semaines, on est flat, légèrement déclinant. Alors comme c'est les marchés chinois, je ne les prends pas trop au sérieux. Mais plus généralement, et c'est là-dessus que je voudrais conclure, nous allons vivre, et vous allez vivre, chers amis, une période qui est marquée par un mot que j'ai commencé à utiliser au mois d'octobre dernier. Et la première fois que je l'ai utilisé, j'avais des collègues économistes qui me disaient « Allez, non, t'es trop pessimiste. » Bon, stagflation. Je suis peut-être un des plus vieux dans la salle. Moi, la stagflation, je m'en souviens, fin des années 70, début des années 80, ça a été la réaction au grand choc. Aujourd'hui, l'inflation, elle est là. Elle est 10% en Espagne, un peu moins de 8% aux États-Unis, un peu plus de 7% en Europe. Mais en réalité, elle est là beaucoup plus importante. Au mois d'avril, les prix industriels allemands
sont en hausse de 30%. Il faut regarder, et vous regardez en amont. L'inflation, c'est ce qui est mesuré au stade du consommateur. Par contre, au stade de commerce interindustriel, là, je vous cite ce cas allemand, je n'ai pas le chiffre français, je dois le confesser, mais sur le cas allemand, on est à plus 30%. Donc, nous sommes dans une situation inflationniste très claire, que l'on retrouve d'ailleurs dans nombre de cas, y compris au niveau des salaires. Je vois ce que mes jeunes étudiants commencent, comment ils démarrent dans la vie. On peut imaginer ça tout à fait correct. Et en même temps, des situations de croissance économique qui ne sont plus au rendez-vous. Légèrement négatif aux États-Unis au premier trimestre 2022, 0 en France, et c'était un 0 légèrement électoraliste, hein, parce qu'on peut bricoler les stats. Grossièrement, la Commission européenne vient de sortir ses statistiques. Alors, on avait quand même un acquis de croissance en début d'année, donc ça fera du 2-3% de croissance. Mais en réalité, ça n'est, quand on regarde à l'instant T, on est dans une certaine forme de stagnation. Et ce qui est maintenant le moteur économique du monde, c'est-à-dire la Chine, est dans la même situation. Les ventes de détail en Chine au mois d'avril ont diminué de 11%. Et si on mesurait le PIB au mois le mois, on le mesure au trimestre. Si on le mesurait au mois le mois, alors à cause, bien entendu, du blocage de Shanghai, de Pékin, etc., nous serions probablement aujourd'hui en négatif en Chine. Donc, malheureusement, il faut imaginer que nous allons vivre les mois à venir dans une situation légèrement, je dis légèrement pour être optimiste, stagflationniste, avec, car il faudra bien les payer, des taux d'intérêt un tout petit peu plus élevés. Aux États-Unis, le mouvement est lancé. Ça n'est pas encore le cas en Europe, mais ça viendra, ne vous faites point trop d'illusions. Et je termine par une citation que j'aime bien de Shakespeare. Pour l'instant, nous vivons une tempête soudaine. Les tempêtes soudaines, elles sont courtes. La pandémie se terminera. La guerre en Ukraine aussi, je le pense. Par contre, les petites pluies, les petits crachins bretons ou basques qui durent toute la journée, ceux-là, ils sont beaucoup plus longs. Et j'ai peur que nous rentrions aujourd'hui dans une période de petits crachins. Je vous remercie de votre attention.